Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DALF niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Première partie de l'enregistrement. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions, puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. La colonne à droite du questionnaire est un espace de brouillon que vous pouvez utiliser librement pour prendre des notes. Cependant, seules les réponses portées à gauche seront prises en compte lors de la correction. Lisez maintenant les questions. Vous avez 3 minutes. Première écoute. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé du maquillage et vous nous disiez que rien n'est plus sérieux au monde que de se maquiller et que la première des techniques est le cosmétique. Cette semaine, nous allons parler du bonheur, on n'est pas très loin. Pas le bonheur simple, le petit bonheur que chantait Félix Leclerc, non, le bonheur statistique, le bonheur national brut, le BNB, le vrai. Notre monde est évalué par des chiffres illisibles pour le commun des mortels, comme par exemple notre richesse, qui est celle du pays, identifiée par le PNB, le produit national brut. Le PNB ne serait pas le reflet de notre bonheur. Les dirigeants politiques, voyant la dette augmenter, ont découvert un argument solide, vous nous le direz en tout cas. Un drame, une catastrophe, en créant de l'activité économique, augmente le PNB et donc la présomption de bonheur. Alors Michel, faut-il changer le thermomètre ? C'est une très vieille question. Ce n'est pas une question contemporaine. Elle a été posée dès le début où on a réfléchi à l'économie, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et je crois que Auguste Comte déjà l'avait posée au début du XIXe siècle. Et cette question est très simple et en effet, elle peut se poser sur un cas concret tout simple. Prenons un accident de la route qui devient un accident mortel. Eh bien, c'est vrai, cet accident-là, quoi qu'il peut coûter 2 ou 3 morts et 10 blessés, eh bien, il augmente brut le PNB, c'est-à-dire le produit national brut, ben, tout simplement, il occupe des ambulances, il occupe des médecins, il occupe des infirmiers, il occupe des entreprises de pompes funèbres, il occupe des ferrailleurs qui vont prendre le cadavre de la voiture, il occupe les constructeurs d'automobiles qui vont revendre maintenant de voitures neuves. D'une certaine manière, cet accident, on peut le classer comme une aubaine économique. Or, il se trouve qu'il y a des blessés, des deuils, des souffrances, et que du point de vue humain, c'est une catastrophe. Et puis, on peut généraliser. Ça, c'est simplement un exemple concret qu'on peut prendre localement. Mais, par exemple, le problème du bruit ou le problème de toute autre pollution, le bruit des avions, des 2 roues, même des chaussures féminines, ça agresse les malades, ça agresse les passants, ça réveille les voisins. Et cependant, le trafic en question, aussi tonitruant qu'il est bénéfique aux marchands, il n'y a pas de doute, il augmente le produit national brut. Donc, d'une certaine manière, c'est le problème global de la pollution, Michel. C'est-à-dire, la pollution blesse, la pollution rend malade, elle peut tuer aussi, mais elle est, d'une certaine manière, une composante essentielle de l'économie. C'est ça, ou un résultat du produit national brut. Alors, toute la question qui se pose là est une vieille question, donc je le répète, mais elle pose une troisième question, si vous voulez, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, à partir de quel excès, à partir de quel type de production, à partir de quel type de mobilité, telle que nous la pratiquons, peut-on considérer qu'il y a un bénéfice ou au contraire une nuisance pour les hommes que nous sommes. C'est-à-dire, comment on peut équilibrer à la fois le bénéfice procuré... Le malheur du drame et le bonheur de l'économie. Voilà. Alors, ça peut aussi se poser d'une autre manière. Et c'est cette autre manière que je voudrais utiliser. Il y en a 2 autres manières. C'est vrai qu'on ne peut pas quantifier le bonheur. Ce qui vous rend joyeux va me rendre triste, et par conséquent, c'est parfaitement subjectif. Non seulement subjectif pour les personnes, mais subjectif pour les cultures. Quelque chose qui est considéré comme joyeux en deçà des Pyrénées peut être triste au-delà des Pyrénées. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut quantifier dans cette affaire-là ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'inverser la question et de se dire, du point de vue de l'équilibre, premièrement, combien de gens polluent, par exemple, et combien de gens sont victimes de la pollution. Et là, on a des chiffres. Et là, nous savons, par exemple, que 7
20% de la population mondiale produit plus de la moitié de la pollution. Alors déjà, on a un chiffrage très intéressant pour savoir quels sont les producteurs et quelles seraient éventuellement les victimes. D'autre part, on a un chiffrage qui commence à devenir intéressant, une analyse assez précise des maladies dues à la pollution. Par exemple l'asthme, par exemple les maladies de peau, par exemple les maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Du coup, en inversant la question, on arrive à la résoudre. Je veux dire par là que on a beau rire, et on a raison de le faire, sur le fait qu'on ne peut pas quantifier le bonheur, ce qui reste évident, c'est qu'on peut quantifier le malheur. Donc il ne faut plus juger les pays sur leur chiffre d'affaires. On peut quantifier donc les maladies cardiovasculaires, le nombre des morts, on peut calculer l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité des femmes, etc. Et finalement poser la question toute simple, quel prix consentons-nous à payer pour notre alimentation, pour notre confort, pour nos déplacements, pour nos voyages, pour nos spectacles, etc. Quel prix consentons-nous à payer et qui paye ? Puisque 7% des gens produisent la pollution et la majorité des gens la subit. Et en quelle monnaie de malheur payons-nous ? C'est-à-dire en vies humaines, en maladies, etc. Et ça peut se chiffrer. Et par conséquent, je crois bien qu'en inversant la question, on arrive à la résoudre. Mais là, il se pose une nouvelle question. C'est que, à supposer que je pose la question, voilà, préférez-vous partir 8 jours en avion en vacances ou préserver vos filles du cancer du sein ? Bonne question. C'est une bonne question. C'est une question parce qu'il est vrai qu'en accentuant la pollution, on accentue les risques du cancer qui se développe aujourd'hui de manière quasi verticale. Mais évidemment, cette question, elle se pose mal. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas quel est le rapport, au moins subjectif, de mes voyages quand je pars à San Francisco en avion et du cancer du sein de ma nièce ou de ma fille. Et pourtant, c'est cette question-là qu'il faudrait se poser. Et de poser chaque fois la question, monsieur, vous êtes en train de faire tel et tel acte, et telle pollution, vous risquez un accident, mais d'autre part, souvenez-vous qu'il est lié à la quantité de malheur qui arrive non seulement à vos proches, mais à la société. Donc vous êtes en inversant la question, voilà, on peut sans doute la résoudre. Alors le bonheur, c'est ridicule, bien entendu, mais le malheur, c'est chiffrable. Donc vous êtes pour le BNB, le bonheur national brut, et plus pour le PIB qui, effectivement... Tout ça est égal, l'essentiel, c'est de renverser la question pour la rendre résoluble. Voilà, c'est ça. Le bonheur, en effet, n'est pas quantifiable, mais le malheur, hélas, l'est parfaitement. Merci pour ces pistes, Michel Serres. Bonsoir, à dimanche prochain. Seconde écoute. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé du maquillage et vous nous disiez que rien n'est plus sérieux au monde que de se maquiller et que la première des techniques est le cosmétique. Cette semaine, nous allons parler du bonheur, on n'est pas très loin. Pas le bonheur simple, le petit bonheur que chantait Félix Leclerc, non, le bonheur statistique, le bonheur national brut, le BNB, le vrai. Notre monde est évalué par des chiffres illisibles pour le commun des mortels, comme par exemple notre richesse, qui est celle du pays, identifiée par le PNB, le produit national brut. Le PNB ne serait pas le reflet de notre bonheur. Les dirigeants politiques, voyant la dette augmenter, ont découvert un argument solide, vous nous le direz en tout cas. Un drame, une catastrophe, en créant de l'activité économique, augmente le PNB et donc la présomption de bonheur. Alors Michel, faut-il changer le thermomètre ? C'est une très vieille question. Ce n'est pas une question contemporaine. Elle a été posée dès le début où on a réfléchi à l'économie, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et je crois que Auguste Comte déjà l'avait posée au début du XIXe siècle. Et cette question est très simple et en effet, elle peut se poser sur un cas concret tout simple. Prenons un accident de la route qui devient un accident mortel. Eh bien, c'est vrai, cet accident-là, quoi qu'il peut coûter 2 ou 3 morts et 10 blessés, eh bien, il augmente brut le PNB, c'est-à-dire le produit national brut, ben, tout simplement, il occupe des ambulances, il occupe des médecins, il occupe des infirmiers, il occupe des entreprises de pompes funèbres, il occupe des ferrailleurs qui vont prendre le cadavre de la voiture, il occupe les constructeurs d'automobiles qui vont revendre maintenant de voitures neuves. D'une certaine manière, cet accident, on peut le classer comme une aubaine économique.
Or, il se trouve qu'il y a des blessés, des deuils, des souffrances, et que du point de vue humain, la sécurité c'est sociale. une catastrophe. Et puis on peut généraliser, ça c'est simplement un exemple concret qu'on peut prendre localement, mais par exemple le problème du bruit ou le problème de toute autre pollution, le bruit des avions, des deux roues, même des chaussures féminines, ça agresse les malades, ça agresse les passants, ça réveille les voisins, et cependant le trafic en question, aussi tonitruant qu'il est bénéfique aux marchands, il n'y a pas de doute, il augmente le produit national brut. Donc, d'une certaine manière, c'est le problème global de la pollution, Michel. C'est-à-dire, la pollution blesse, la pollution rend malade, elle peut tuer aussi, mais elle est, d'une certaine manière, une composante essentielle de l'économie. C'est ça, ou un résultat du produit national brut. Alors, toute la question qui se pose là est une vieille question, donc je le répète, mais elle pose une troisième question, si vous voulez, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, à partir de quel excès, à partir de quel type de production, à partir de quel type de mobilité, telle que nous la pratiquons, peut-on considérer qu'il y a un bénéfice ou au contraire une nuisance pour les hommes que nous sommes? C'est-à-dire, comment on peut équilibrer à la fois le bénéfice procuré... Le malheur du drame et le bonheur de l'économie. Voilà. Alors, ça peut aussi se poser d'une autre manière. Et c'est cette autre manière que je voudrais utiliser. Il y en a deux autres manières. C'est vrai qu'on ne peut pas quantifier le bonheur. Ce qui vous rend joyeux va me rendre triste, et par conséquent, c'est parfaitement subjectif. Non seulement subjectif pour les personnes, mais subjectif pour les cultures. Quelque chose qui est considéré comme joyeux en deçà des Pyrénées peut être triste au-delà des Pyrénées. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut quantifier dans cette affaire-là? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'inverser la question et de se dire, du point de vue de l'équilibre, premièrement, combien de gens polluent, par exemple, et combien de gens sont victimes de la pollution. Et là, on a des chiffres. Et là, nous savons, par exemple, que 7% de la population mondiale produit plus de la moitié de la pollution. Alors déjà, on a un chiffrage très intéressant pour savoir quels sont les producteurs et quelles seraient éventuellement les victimes. D'autre part, on a un chiffrage qui commence à devenir intéressant, une analyse assez précise des maladies dues à la pollution. Par exemple, l'asthme, par exemple, les maladies de peau, par exemple, les maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Du coup, en inversant la question, on arrive à la résoudre. Je veux dire par là que on a beau rire, et on a raison de le faire, sur le fait qu'on ne peut pas quantifier le bonheur, ce qui reste évident, c'est qu'on peut quantifier le malheur. Donc il ne faut plus juger les pays sur leur chiffre d'affaires. On peut quantifier donc les maladies cardiovasculaires, le nombre des morts, on peut calculer l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité des femmes, etc. Et finalement poser la question toute simple, quel prix consentons-nous à payer pour notre alimentation, pour notre confort, pour nos déplacements, pour nos voyages, pour nos spectacles, etc. Quel prix consentons-nous à payer et qui paye ? Puisque 7% des gens produisent la pollution et la majorité des gens la subit. Et en quelle monnaie de malheur payons-nous? C'est-à-dire en vies humaines, en maladies, etc. Et ça peut se chiffrer. Et par conséquent, je crois bien qu'en inversant la question, on arrive à la résoudre. Mais là, il se pose une nouvelle question. C'est que, à supposer que je pose la question, voilà, préférez-vous partir 8 jours en avion en vacances ou préserver vos filles du cancer du sein? Bonne question. C'est une bonne question. C'est une question parce qu'il est vrai qu'en accentuant la pollution, on accentue les risques du cancer qui se développe aujourd'hui de manière quasi verticale. Mais évidemment, cette question, elle se pose mal. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas quel est le rapport, au moins subjectif, de mes voyages quand je pars à San Francisco en avion et du cancer du sein de ma nièce ou de ma fille. Et pourtant, c'est cette question-là qu'il faudrait se poser. Et de poser chaque fois la question, monsieur, vous êtes en train de faire tel et tel acte, et telle pollution, vous risquez un accident, mais d'autre part, souvenez-vous qu'il est lié à la quantité de malheur qui arrive non seulement à vos proches, mais à la société. Donc vous êtes en inversant la question, voilà, on peut sans doute la résoudre. Alors le bonheur, c'est ridicule, bien entendu, mais le malheur, c'est chiffrable. Donc vous êtes pour le BNB, le bonheur national brut, et plus pour le PIB qui, effectivement... Tout ça est égal, l'essentiel, c'est de renverser la question pour la rendre résoluble. Voilà, c'est ça. Le bonheur, en effet, n'est pas quantifiable, mais le malheur, hélas, l'est parfaitement. Merci pour ces pistes, Michel Serres. Bonsoir, à dimanche prochain. Deuxième partie de l'enregistrement. Vous allez entendre une seule fois plusieurs courts extraits radiophoniques. Pour chacun des extraits, vous aurez 50 secondes pour lire les questions. Puis vous écouterez l'enregistrement. Vous aurez ensuite 50 secondes pour répondre aux questions.
Document 1. Lisez les questions. Ce poisson, c'est le sélacanthe. On connaissait son existence grâce aux fossiles. En 1936, on apprend qu'il vit encore grâce à un poisson pris dans des filets de pêche au large des Comores, alors que l'on pensait que l'espèce s'était éteinte il y a 70 millions d'années. Après enquête, on se rend compte que les pêcheurs ramènent régulièrement du sélacanthe qu'ils ont rebaptisé Gambessa. Si les scientifiques sont fascinés par cette espèce, c'est sans doute parce qu'on la croyait disparue, mais surtout parce qu'elle possède une anatomie très particulière et plus proche de nous que de celle des poissons. Ces nageoires sont les ancêtres des pattes avant et arrière des tout premiers quadrupèdes terrestres. Il possède même dans son corps la trace d'un poumon. Enfin, la femelle accouche comme un mammifère. Les alevins naissent en effet dans son ventre. C'est grâce à l'aide de la rédaction allemande du magazine Géo que deux scientifiques, Raphaël Plante et Hans Frick, ont financé la construction d'un submersible, mis à l'eau en novembre 1987, des jours durant. Ils descendent jusqu'à moins 170 mètres pour traquer le sélacanthe en vain. Ils s'interrogent. Et si le poisson ne sortait que la nuit? Alors ils repartent à la chasse et ils tombent sur un spécimen débonnaire qui frôle le sous-marin et nage comme un cheval qui trotte. Les images sont extraordinaires, mais elles ont bien failli causer la perte de cette espèce. Victime de cette nouvelle publicité, on traque le poisson pour le naturaliser et le transformer en bibelot poussiéreux posé sur une étagère. Depuis, les scientifiques ont réussi à protéger le sélacanthe. On en compte 500 individus au large des Comores, alors que la population avait chuté de 30% dans les années 90. C'est même une fierté nationale aux Comores. L'image du sélacanthe figure sur les billets de banque. Retrouvez cette chronique sur france-info.com. Document 2. Lisez les questions. Nous n'avons jamais autant envoyé de textos, plus de 60 en moyenne par mois. Nous consultons nos emails de plus en plus souvent, même en vacances. Mais malgré toute cette technologie, il faut croire que nous restons attachés à la bonne vieille carte postale touristique. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Entre 50 et 80 centimes d'euros, ce petit bout de carton de 165 cm² se vend toujours. Quand votre petit dernier vient d'arriver en colonie de vacances, là c'est certain, il préfère le petit SMS pratique, rapide, mais quand il s'agit de faire plaisir, alors là, on choisit encore la carte postale. Quelquefois même, on marque d'une croix rouge la résidence où l'on séjourne, ce que font Luce et Yvette, deux touristes belges en vacances sur la côte basque. C'est l'attention qui compte. Je sais qu'aux personnes à qui je le fais, elles préfèrent ça qu'un SMS. Ça, j'en suis persuadée. Les gens qu'on peut voyager sont toujours très heureux de recevoir des cartes postales. C'est un souvenir qu'on garde sur le frigo ou dans une valise où il n'y a que ça. La carte, on ne l'écrit pas, on la remplit. Bon baiser, de Palavas, amitié, du Lavandou, gros bisous, de Carnac. Des mots simples, mais surtout jamais de mauvaises nouvelles. Et c'est pour cela que la carte postale fait de la résistance. Selon Jean-Claude Protet, il est responsable d'une des principales sociétés d'édition, l'As de Cœur, créée en 1938. Il se vend en France 350 millions de cartes postales touristiques. C'est important. C'est un vecteur qui envoie à travers le monde la connaissance de notre patrimoine culturel, architectural et gastronomique. Et il suffit de traverser les entreprises pour voir que dans de nombreux bureaux, il y a des cartes postales qui sont accrochées au mur, ou aller voir chez les grands-parents les cartes qui sont soit sur la cheminée, soit sur le meuble de salle à manger. La carte postale n'a donc pas écrit son dernier mot, mais les anciens le savent, son âge d'or est derrière elle. Dans les années 50, il s'en vendait plus de 600 millions chaque année dans l'Hexagone. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite. France Inter, il est 7h16. Bonjour Nathalie Fontrelle. Bonjour. Vous êtes donc à la rédaction d'Inter, spécialiste des questions environnementales, et nous fêtons aujourd'hui les 30 ans du Conservatoire du Littoral. Depuis 1975, l'établissement public a protégé quoi? À peu près 10% du linéaire côtier du béton? Oui, ça représente 800 km de rivage. Alors dans les années 70, la Côte d'Azur avait déjà sacrifié sa côte à l'urbanisation, et c'est pour éviter que le littoral français ne devienne un mur de béton que le Conservatoire
conservatoire a été créé. Il rachète depuis les terrains grâce à des fonds publics. Et j'imagine qu'il n'est pas facile pour les communes de choisir entre la protection des paysages et les retombées économiques générées par l'urbanisation. Non, évidemment, mais elles se rendent compte que le vert peut valoir de l'or et que la nature attire les touristes. Et c'est souvent de plus en plus et à la demande des communes que le conservatoire agit. C'est le cas par exemple de l'île Tristan dans le Finistère. C'est en face de Douarnenez, une île auparavant privée, mais les propriétaires avaient du mal à financer son entretien. La mairie a appelé le conservatoire au secours, Monique Prévost et le maire de Douarnenez. Il y a de nombreux promoteurs qui se sont fait connaître et je pense qu'on aurait eu une résidence de luxe, des hôtels ou voilà. Quelque chose qui du coup était aussi un peu confisqué parce que l'avantage quand même de cette situation, c'est que l'île fait partie du patrimoine commun et que les douarnenistes y ont accès. Ils ont été très surpris les premières fois qu'on a fait des portes ouvertes parce que très peu de douarnenistes étaient venus sur l'île. Et il y a eu un engouement très fort. Et je pense que ça aussi c'est important, que cet espace qui est assez magique ne soit pas réservé à une élite, à un petit groupe de personnes. Et tous les terrains, Nathalie Fontrelle, acquis par le conservatoire sont effectivement ouverts au public. Et ils sont très fréquentés. Imaginez 30 millions de visiteurs par an. Ça devient d'ailleurs problématique parce que l'entretien coûte de plus en plus cher. Marie Bonnet est la directrice adjointe du Conservatoire du Littoral. On est aujourd'hui propriétaire de 75 000 hectares. On ambitionne d'avoir atteint plus de 200 000 hectares en 2050 et on a des travaux d'aménagement et de réhabilitation extrêmement importants sur ces terrains. Et ça relève de la responsabilité du conservatoire. Et bien évidemment, plus les surfaces détenues, plus le patrimoine du conservatoire s'étend, plus ces travaux d'aménagement coûtent et mobilisent notre budget. Aujourd'hui, sur un budget d'acquisition d'à peu près 18 millions d'euros, on en a 7 qui sont consacrés aux travaux d'aménagement. Mais justement, n'est-il pas dommage d'aménager des espaces sauvages ? Oui, sans doute, mais sinon le vert devient victime de son succès. Il faut donc recourir au génie écologique, comme il existe le génie civil. Il y a un exemple célèbre, c'est la Pointe du Raz. Denis Bredin est le délégué du Conservatoire du Littoral pour la Bretagne. Quand on acquiert des sites très dégradés, c'est le cas par exemple de la Pointe du Raz, bien évidemment on se doit de faire quelque chose. Il n'y avait plus du tout de végétation à la pointe, vous aviez un grand parking, vous aviez cité commerciale et tout autour, même plus un réseau de sentiers, vous n'avez plus de végétation, on avait la Roche-Mère à nu. Donc le choix a été de créer ex nihilo des sentiers pour que les gens soient quelque part guidés par le confort, pour éviter d'avoir envie d'aller en dehors de ce sentier. Un phénomène très simple, c'est quand vous êtes sur un sentier avec des flaques d'eau, vous évitez la flaque d'eau. Si votre sentier n'est pas bien drainé, petit à petit, vous n'avez pas un sentier d'1,50 m de large, mais 3 mètres, 4 mètres et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie du savoir-faire qu'il a fallu acquérir, comment traiter les passages d'eau pour avoir des sentiers qui soient confortables et qui évite que les gens n'aient la nécessité d'en sortir. Bien évidemment, il y a une certaine artificialisation. Mais le constat, c'est qu'actuellement, depuis 10-15 ans, avec une fréquentation qui a augmenté sur le littoral 2, 3, 4, voire 5 fois dans certains secteurs, en termes de nombre de personnes, vous avez des sites en meilleur état qui accueillent plus de personnes. Et comment le conservatoire finance-t-il la protection du littoral et l'accueil du public ? Un budget est voté tous les ans par le Parlement, un budget qui n'est pas toujours d'ailleurs à la hauteur des enjeux. Les dons, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez léguer des sites. Les entreprises privées, 9 fondations, Total, EDF ou encore la Banque Populaire aident le conservatoire. Et puis ça c'est nouveau, la vente de produits partage. C'est le cas cette année avec la société Armor Luxe qui va commercialiser un t-shirt estampillé Conservatoire du Littoral et qui versera 1 euro par t-shirt vendu, une somme destinée à financer l'aménagement de l'île Tristan dont on parlait tout à l'heure. Et c'est tout ça qu'on appelle le mécénat écologique. Oui, alors la question c'est de savoir quel est l'intérêt, évidemment, pour l'entreprise. Réponse du PDG d'Armor Luxe, Jean-Guy Lefloc. Notre intérêt est bien sûr avant tout commercial, mais au second degré, il est quelque part aussi éthique. On milite dans l'entreprise depuis 60 ans pour faire vivre des gens ici en Bretagne et avec le conservatoire, on a trouvé un vecteur de communication qui nous permet de vendre, j'espère, plus demain qu'aujourd'hui. Parce que vos produits sont plus chers ? Alors nos produits sont fabriqués essentiellement en France, donc ils sont forcément plus chers que les produits chinois. Mais le consommateur a besoin quelque part aussi d'afficher son credo, ses croyances, et le fait d'afficher un t-shirt fabriqué à Quimper avec en plus le logo du Conservatoire du Littoral, c'est bon, il aime bien, il achète et voilà, tout le monde s'y retrouve, l'entreprise, la marque et le conservatoire.
Et si vous avez envie de visiter sur le papier avant d'aller sur le terrain, un très beau livre vient de paraître. Le Conservatoire publie cet ouvrage qui a pour titre aux éditions Gallimard, qui a pour titre Le Tiers sauvage, livre publié pour fêter ses 30 ans. C'est un livre qui est préfacé par Éric Orsena, signé de Éric Fotorino, avec des photographies, Nathalie Fontrelle, qui sont magnifiques. Elles sont magnifiques et les textes sont très beaux aussi. Les 30 ans du Conservatoire du Littoral, c'était une enquête de Nathalie Fontrelle. France Inter, il est 7h16. Bonjour Nathalie Fontrelle. Bonjour. Vous êtes donc à la rédaction d'Inter, spécialiste des questions environnementales, et nous fêtons aujourd'hui les 30 ans du Conservatoire du Littoral. Depuis 1975, l'établissement public a protégé quoi, à peu près 10% du linéaire côtier du béton? Oui, ça représente 800 km de rivage. Alors dans les années 70, la Côte d'Azur avait déjà sacrifié sa côte à l'urbanisation, et c'est pour éviter que le littoral français ne devienne un mur de béton que le Conservatoire a été créé. Il rachète depuis les terrains grâce à des fonds publics. Et j'imagine qu'il n'est pas facile pour les communes de choisir entre la protection des paysages et les retombées économiques générées par l'urbanisation. Non, évidemment, mais elles se rendent compte que le vert peut valoir de l'or et que la nature attire les touristes. Et c'est souvent de plus en plus et à la demande des communes que le Conservatoire agit. C'est le cas par exemple de l'île Tristan dans le Finistère. C'est en face de Douarnenez, une île auparavant privée, mais les propriétaires avaient du mal à financer son entretien. La mairie a appelé le conservatoire au secours, Monique Prévost est le maire de Douarnenez. Il y a de nombreux promoteurs qui se sont fait connaître et je pense qu'on aurait eu une résidence de luxe, des hôtels ou voilà. Quelque chose qui du coup était aussi un peu confisqué parce que l'avantage quand même de cette situation, c'est que l'île fait partie du patrimoine commun et que les douarnenistes y ont accès. Ils ont été très surpris les premières fois qu'on a fait des portes ouvertes parce que très peu de douarnenistes étaient venus sur l'île. Et il y a eu un engouement très fort. Et je pense que ça aussi c'est important, que cet espace qui est assez magique ne soit pas réservé à une élite, à un petit groupe de personnes. Et tous les terrains, Nathalie Fontrelle, acquis par le Conservatoire sont effectivement ouverts au public. Et ils sont très fréquentés. Imaginez 30 millions de visiteurs par an. Ça devient d'ailleurs problématique parce que l'entretien coûte de plus en plus cher. Marie Bonnet est la directrice adjointe du Conservatoire du Littoral. On est aujourd'hui propriétaire de 75 000 hectares. On ambitionne d'avoir atteint plus de 200 000 hectares en 2050 et on a des travaux d'aménagement et de réhabilitation extrêmement importants sur ces terrains. Et ça relève de la responsabilité du conservatoire. Et bien évidemment, plus les surfaces détenues, plus le patrimoine du conservatoire s'étend, plus ces travaux d'aménagement coûtent et mobilisent notre budget. Aujourd'hui, sur un budget d'acquisition d'à peu près 18 millions d'euros, on en a 7 qui sont consacrés aux travaux d'aménagement. Mais justement, n'est-il pas dommage d'aménager des espaces sauvages? Oui, sans doute, mais sinon le vert devient victime de son succès. Il faut donc recourir au génie écologique, comme il existe le génie civil. Il y a un exemple célèbre, c'est la pointe du Raz. Denis Bredin est le délégué du Conservatoire du Littoral pour la Bretagne. Quand on acquiert des sites très dégradés, c'est le cas par exemple de la pointe du Raz, bien évidemment on se doit de faire quelque chose. Il n'y avait plus du tout de végétation à la pointe, vous aviez un grand parking, vous aviez cité commerciale et tout autour, même plus un réseau de sentiers, vous n'avez plus de végétation, on avait la Roche-Mère à nu. Donc le choix a été de créer ex nihilo des sentiers pour que les gens soient quelque part guidés par le confort, pour éviter d'avoir envie d'aller en dehors de ce sentier. Un phénomène très simple, c'est quand vous êtes sur un sentier avec des flaques d'eau, vous évitez la flaque d'eau. Si votre sentier n'est pas bien drainé, petit à petit, vous n'avez pas un sentier d'1,50 m de large, mais 3 mètres, 4 mètres et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie du savoir-faire qu'il a fallu acquérir, comment traiter les passages d'eau pour avoir des sentiers qui soient confortables et qui évite que les gens n'aient la nécessité d'en sortir. Bien évidemment, il y a une certaine artificialisation. Mais le constat, c'est qu'actuellement, depuis 10-15 ans, avec une fréquentation qui a augmenté sur le littoral 2, 3, 4, voire 5 fois dans certains secteurs, en termes de nombre de personnes, vous avez des sites en meilleur état qui accueillent plus de personnes. Et comment le Conservatoire finance-t-il la protection du littoral et l'accueil du public?
Un budget est voté tous les ans par le Parlement, un budget qui n'est pas toujours d'ailleurs à la hauteur des enjeux. Les dons, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez léguer des sites. Les entreprises privées, 9 fondations, Total, EDF ou encore la Banque Populaire aident le conservatoire. Et puis ça c'est nouveau, la vente de produits partage. C'est le cas cette année avec la société Armor Luxe qui va commercialiser un t-shirt estampillé Conservatoire du Littoral et qui versera 1 euro par t-shirt vendu, une somme destinée à financer l'aménagement de l'île Tristan dont on parlait tout à l'heure. Et c'est tout ça qu'on appelle le mécénat écologique. Oui, alors la question c'est de savoir quel est l'intérêt, évidemment pour l'entreprise. Réponse du PDG d'Armor Luxe, Jean-Guy Le Floch. Notre intérêt est bien sûr avant tout commercial, mais au second degré, il est quelque part aussi éthique. On milite dans l'entreprise depuis 60 ans pour faire vivre des gens ici en Bretagne et avec le conservatoire, on a trouvé un vecteur de communication qui nous permet de vendre, j'espère, plus demain qu'aujourd'hui. Parce que vos produits sont plus chers ? Alors, nos produits sont fabriqués essentiellement en France, donc ils sont forcément plus chers que les produits chinois. Mais le consommateur a besoin quelque part aussi d'afficher son credo, ses croyances. Et le fait d'afficher un t-shirt fabriqué à Quimper avec en plus le logo du Conservatoire du Littoral, c'est bon, il aime bien, il achète et voilà, tout le monde s'y retrouve, l'entreprise, la marque et le conservatoire. Et si vous avez envie de visiter sur le papier avant d'aller sur le terrain, un très beau livre vient de paraître. Le Conservatoire publie cet ouvrage qui a pour titre aux éditions Gallimard, qui a pour titre Le Tiers sauvage, livre publié pour fêter ses 30 ans. C'est un livre qui est préfacé par Éric Orsena, signé de Éric Fotorino, avec des photographies Nathalie Fontrelle qui sont magnifiques. Elles sont magnifiques et les textes sont très beaux aussi. Les 30 ans du Conservatoire du Littoral, c'était une enquête de Nathalie Fontrelle. Le mot de la fin ce soir, c'est quand on aime, on ne compte pas. En Chine, un litchi était vendu 67 000 €. Bon, il provient d'un arbre 4 fois centenaire qui autrefois servait à nourrir les empereurs de Chine. Celui ou celle qui a acheté ce litchi est vraiment très attaché à l'histoire. C'est un fruit de la passion qu'il vient d'acquérir. J'ai rencontré un genre de sorcier, tu vois, qui peut te faire devenir milliardaire. Faut juste lui donner 200 € un soir de pleine lune. Ouais. Et moi, je connais un conseiller Info Énergie qui m'a démontré qu'en installant une nouvelle chaudière, on pouvait économiser jusqu'à 30% de sa facture de chauffage. Ça fait justement à peu près 200 € par an. Tu vois, ça c'est pas sorcier. Hein. Défense du service public en France, c'est classique, vous le savez, il y a les pour et les contre, ceux qui estiment que les fonctionnaires payés par les contribuables ne sont pas à plaindre, loin de là, et sont là pour servir le public, et puis ceux qui pensent que les revendications sont légitimes. Quelques réflexions recueillies hier dans les rues de Paris par Brunissante Desordons. C'est une bonne chose qu'ils fassent la grève, parce qu'il ne faut pas se laisser faire, mais bon, après c'est sûr que pour nous c'est pénible, mais je le comprends, je sais pas, ça m'embête pas tant que ça en fait. Et matériellement, des fois, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais j'arrive toujours à me débrouiller. Si je le sais à l'avance, il n'y a pas de problème. Non, je prends pas ça mal du tout, quoi. Défendre le service public en faisant grève, je trouve ça un petit peu contradictoire, puisque justement, il y a une notion de continuité dans le service public. Donc, il faut que les usagers puissent, à tout moment, se servir du service public, justement. Si le droit de grève est inscrit dans la Constitution, les abus ne le sont pas. Et par conséquent, il faut quand même penser aux usagers. Il faudra instaurer tôt ou tard un service minimum, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit pris en otage. Les Français dans le monde. Marie-France Châtain-Laroche. Bonjour à tous. Marie Lebègue a 35 ans, mère de 3 enfants. Elle est expatriée depuis 1996. Elle a vécu avec sa famille de nombreux déménagements à travers le monde, dû aux différents chantiers de son mari ingénieur. Une vie passionnante, faite de découvertes sur fond de grandes capacités aux adaptations. Il y a quelques années, grâce à Internet, Marie, qui était alors aux Émirats Arabes Unis, rencontre Claudia, italienne au Pérou. Ensemble, elles décident d'offrir à toutes les femmes expatriées dans le monde, quelle que soit leur langue, de participer à un véritable échange multiculturel, projet qui donne naissance à expatclick.com. Marie Lebègue est notre invitée. Les premières expatriations sont les plus difficiles. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que notre première expatriation était en Angleterre du Nord et c'était réellement la plus difficile, avec des moments de solitude et des chocs culturels. Pourtant, les Anglais sont nos voisins. Bon, qu'on soit dans une petite ville ou une grande ville, la solitude de la femme à l'étranger est la même. Le mari a des horaires qui sont souvent beaucoup plus importants qu'en France et doit recréer un réseau social qui est loin d'être évident.
Et bon, il y a aussi la barrière de la langue, puisque malgré mon anglais scolaire, je suis arrivée en Angleterre et j'avais énormément de mal à m'exprimer. Donc dans tous les pays, il faut s'adapter à la langue, il faut apprendre un minimum de mots pour arriver à dépasser ça. Et puis, il y a un moment donné où on doit quand même rencontrer des compatriotes. On doit, parce qu'on doit être capable d'avoir une conversation sans réfléchir, de parler de tout et de rien. Et beaucoup de femmes à l'étranger vivent cette solitude. Même si après, elles doivent franchir le pas de la socialisation, effectivement. Donc l'Angleterre pour commencer, ensuite? Alors ensuite, la Côte d'Ivoire, 10 mois. Je suis tombée enceinte et donc j'ai dû repartir en Angleterre pour 11 mois où j'ai donné naissance à ma première petite fille. Ensuite, je suis arrivée en Grèce où là, pour une fois, nous sommes restés 2 ans et demi. Donc là, c'était pour nous toute une vie. Et où j'ai eu mon 2e enfant. Puis les Émirats, 3 ans. Alors là, c'était vraiment la période idéale. 3 ans, c'est vraiment très bien. J'étais repassée en Angleterre avant. Et ensuite, après les Émirats, la Turquie, avec ma dernière petite fille, là, qui a 11 mois. Donc Izmir n'est pas ni Istanbul, ni Ankara, c'est la palissade, pardonnez-moi. Mais je veux dire par là, c'est des difficultés pour les enfants qui sont à scolariser. Le problème de l'école française s'est réellement posé pour vous. Et encore, on a la chance d'être français. Donc, en étant français, quand même, les établissements français sont très représentés à l'étranger. Mais Izmir n'a pas d'école française. Il y a une école française qui est pour les élèves turcs avec un certain quota d'heures françaises, mais qui n'est pas du tout calqué sur le système d'éducation nationale française. On avait fait le choix au préalable de toute façon de les scolariser en école anglophone. Et on a eu cette chance puisque quand on est arrivé à Izmir, mes enfants ont commencé leur scolarité en école turque avec 12 heures d'anglais, mais ensuite l'OTAN a installé son quartier général à Izmir et donc ils ont ouvert en 2 mois de temps une école internationale. Donc mes enfants ont eu la chance, vraiment une véritable chance, de pouvoir continuer leur scolarité en école internationale. Et l'école est effectivement un vrai problème. Il faut trouver à chaque fois le pays avec l'école, avec... C'est pas toujours facile, effectivement, à concilier avec les contrats de votre mari. Marie Lebec, comment se vit, avec la succession d'expatriations différentes que vous avez vécues, l'annonce d'un nouveau départ? L'excitation. Il faut quand même avouer que ce genre de vie nous plaît. Maintenant, c'est devenu un vrai mode de vie. C'est plus, contrairement à la toute première expatriation où j'étais tout de même contente de partir, on n'est plus du tout dans un état de souffrance maintenant. On est content de partir, il y a une excitation, et puis après il y a l'angoisse. L'angoisse de la durée, puisqu'on est toujours sur des périodes assez courtes. Donc, est-ce qu'on va rester une année scolaire? Est-ce qu'on va rester de septembre à juin? Est-ce qu'on va trouver une école? Et puis sinon, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde en 5 minutes tous les soirs. Mon mari a reçu une proposition il y a 2 semaines pour le Vietnam. On s'imagine partir en Asie, et puis après on revient en Europe, et puis on repart ailleurs. Enfin. Et puis après, il faut préparer. On déménage. On appelle le déménageur, on fait les cartons, puis on part. Il n'y a plus de stress, plus de panique, comme ce que vous avez pu vivre au départ? Vous parliez de souffrance. Voilà. L'expérience aide beaucoup. Et c'est là où l'intérêt d'apporter son expérience à d'autres femmes expatriées est important via le site internet expatclick.com. Que vous avez créé il y a combien de temps maintenant? 4 ans. Qui était l'idée de base était de trouver des informations pour mon mari qui partait en contrat local, donc il fallait trouver des informations pratiques sur les Émirats Arabes Unis pour du genre. Le prix des logements, le prix de l'essence pour avoir une idée du coût de la vie, des aliments, de l'école, savoir combien mon mari devait négocier pour arriver à vivre confortablement arriver à vivre normalement aux Émirats et que ça vaille le coup de partir. Étant entendu, on peut le rappeler qu'il n'avait pas de département de ressources humaines pour s'occuper de ce genre de choses pour lui. Donc il fallait que vous rassembliez ces informations pour lui. Il a la chance d'avoir une femme. Donc ce site expatclick.com, Marie Lebec, en quoi se différencie-t-il des autres? Il y a des sites d'expatriation féminin qui se sont créés. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Comment avez-vous réussi à trouver un peu votre spécificité? L'idée majeure, en fait, est que c'est un site fait par des expatriés pour les expatriés. C'est-à-dire que nous sommes vraiment toutes expatriées ou avons été expatriées, et certaines d'entre nous sont en France mais vont être en partance pour d'autres pays, donc on fait un passage court en France. Et donc c'est vraiment un échange d'expériences. Donc
que ce soit, nous sommes une base de 18 rédactrices françaises, italiennes et anglaises, puisqu'en plus le site existe en plusieurs versions. Et tous les mois, nous apportons au travers d'articles nos expériences sur un côté pratique et un quotidien de la vie à l'étranger. Et les internautes apportent leurs expériences également. Et la grande différence, c'est que nous sommes toutes bénévoles. C'est une association française de web 1901. Nous travaillons toutes bénévolement tous les mois pour faire tourner le site. Et nous sommes gratuits. Ce qui est de plus en plus de sites sont payants. Et vous allez pouvoir le rester longtemps, vous pensez? Gratuit, oui. Le tout maintenant est de trouver des sponsors pour arriver à... Parce qu'en fait, les besoins sont pas énormes. À partir du moment où nous sommes une équipe bénévole, il faut arriver à... On a développé le site avec un webmaster au Maroc. Donc, il faut rentrer dans nos frais et payer après tout ce qui est frais techniques et communication pour arriver à faire connaître, à échanger plus avec d'autres familles expatants. Et on se retrouve chez soi, on n'a pas d'emploi du temps, il faut se recréer un emploi du temps. Donc, il faut absolument oser sortir. Il faut, comme je dis toujours à mon mari, il faut défoncer les portes, il faut y aller. Et oser sortir, mais pour aller où? Alors, déjà rencontrer, essayer un petit peu de voir comment sont les... Vous êtes étranger, vous êtes immigré, donc voir la culture dans laquelle vous vivez. Donc, essayez déjà de découvrir les magasins. Déjà, il faut aller faire vos courses, vous rencontrer vos voisins. Alors, vous commencez par dire bonjour, vous apprenez quelques mots. Et puis, ensuite, bon, c'est difficile, hein, parce qu'il y a le problème de la langue. Et puis, après, il faut se rapprocher donc des alliances françaises, des associations francophones sur place, il en existe, telles que la FIAF, hein, qui est assez représentée, et puis les accueils français à l'étranger, voilà, et qui sont un vrai support. Alors c'est très difficile, on a fait un édito là-dessus parce que bon, on se retrouve au milieu de femmes qu'on ne connaît pas et on a l'impression il y a des décalages d'âge, etc. Et on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là? Je suis jeune, je suis diplômée, j'ai pas envie de passer mon temps à boire le café et à tricoter. Il y a d'autres choses à faire et ça va vous permettre de rencontrer des gens. Vous allez rencontrer un Français qui en fait va peut-être vous permettre de rencontrer un autre Français, et puis il faut aussi aller voir aussi les Anglais parce qu'il y a aussi des associations internationales, donc il faut aussi aller voir un petit peu ailleurs et se créer un réseau comme ça. Donc passer par l'Alliance française, les FIAF, les consulats, et puis en amont passer aussi sur expatclick.com puisqu'en fait on donne beaucoup d'informations, de liens, et c'est même très amusant parce que maintenant on a des femmes qui préparent leur expatriation et qui rencontrent, qui sont accueillies par des internautes sur place et elles se retrouvent et elles s'échangent des informations. Donc il y a un travail en amont, il y a un travail sur place et puis après c'est à entretenir tout au long de l'expatriation. Mais surtout ne pas rester seul, sortir. Les Français dans le monde, Marie-France Chatin-Laroche. Est-ce qu'il y a, vous l'évoquiez indirectement, de grandes différences selon le type d'expatriation entre les épouses, les femmes On a tendance à les classer par groupe, hein. La grosse entreprise française avec tous ses avantages et puis le service d'IRH qui est là pour vous aider et qui offre même parfois une journée sur place d'informations sur la culture ou de visite de la ville. Et puis vous avez les femmes de militaires et puis vous avez l'immigré aussi, vous avez quand même le français qui part et qui s'installe dans le pays et vous avez la femme mariée à la personne du pays, donc qui est encore un autre portrait. Donc il y a beaucoup de facettes. Et les liens s'établissent de façon assez inégale, peut-être, selon les pays, selon... Il ne faut pas classer les gens dans des groupes. Il faut vraiment rencontrer tout le monde, s'efforcer, apprendre à connaître, et il y aura toujours quelque chose de bon à ressortir de chacun. Chacun a son expérience, et toutes les expériences sont intéressantes. Et ce n'est pas parce que vous êtes cerné par une grosse entreprise que l'expatriation va forcément être la plus simple.
Chacune a ses difficultés à affronter. La solitude, je crois que toutes les femmes expatriées l'ont connue. Ça, c'est inévitable. Et que vous soyez dans une grande maison avec piscine et employés, ou que vous soyez marié sur place dans un appartement plus petit et avec des conditions plus difficiles, chacune a ses difficultés et chacune a son apport, ses qualités à apporter et à partager. Et alors, vous-même, donc, qui vivez des expatriations assez courtes, c'est un facteur important, je crois, le temps en expatriation. On investit plus ou moins facilement sur des gens quand on sait qu'ils restent plus ou moins longtemps. Vous partagez? Oui. Vous avez par exemple le cas où vous arrivez et puis vous dites oui, bon bah je reste pour un an. Bon, les gens vont pas avoir l'énergie de s'investir de la même façon. Et puis vous-même, là par exemple, je suis en partance pour un nouveau pays. C'est vrai que j'ai moins envie j'ai quelques relations et j'ai pas envie d'en créer de nouvelles puisque je sais que de toute façon dans 3 mois je ne serai plus là. Donc le temps. Pour avoir fait des expatriations de 10 mois et de 3 ans, la bonne durée c'est de 3-4 ans pour commencer vraiment à, je dirais pas se sentir chez soi parce que on peut arriver à se sentir chez soi relativement rapidement et puis Internet et le satellite aident beaucoup aussi. Vous recréez un environnement qui vous est familier plus facilement. Le site vous donne cette permanence que vous n'avez pas dans la vie. C'est évident. Bon, ça m'a apporté aussi une grande culture, une culture des différents pays. En fait, je voyage physiquement, mais je voyage aussi virtuellement. Donc, je suis toujours à la découverte de nouvelles choses et toutes mes équipières, en fait, on ne rédige pas sur notre pays d'accueil, on rédige sur tous les pays et sur plusieurs thèmes, sur l'accouchement dans plusieurs pays. Vous accouchez au Japon, on a eu l'expérience d'une femme qui a eu une fécondation in vitro en Indonésie. Donc vraiment, il y a plein d'expériences à partager. Donc vous apprenez un petit peu partout, vous faites aussi des discussions pas comparatives, mais un petit peu, tiens, il y a ça et si, et ça se passe comme ça. Donc chacune partage. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une stabilité. C'était aussi une façon, qui dit expatriation courte, dit aussi pour moi l'impossibilité de travailler de façon normale dans une entreprise, en étant salarié avec une certaine durée. Donc il fallait trouver le problème à l'inverse, trouver une activité qui déménage avec moi. Marie Lebègue, ce genre de site permet, je le suppose, à des personnes, des femmes en l'occurrence, parce que vous vous adressez essentiellement aux femmes, de s'exprimer sur des expériences personnelles. C'est vraiment un lieu d'échange. Voilà, en fait, le site a été créé pour s'entraider, pas pour aider, mais pour s'entraider. Et donc, on a souhaité le laisser libre d'accès, parce que c'est une grande discussion au sein de notre équipe, afin de permettre à des femmes qui subissent des phases de baisse de morale, on en a toutes, bon, de toute façon on en a toutes en France et ailleurs, mais à l'étranger c'est difficile parce que vous n'avez ni amis ni famille de longue durée avec vous. Donc on a souhaité, et parfois vous n'êtes pas compris non plus de la même façon par les personnes restées en France, parce que vous vivez d'autres choses. Donc on a laissé le libre accès pour permettre aux personnes de s'exprimer anonymement sur notre rubrique Psy d'expat. Et donc certaines trouvent un réconfort dès qu'elles ont un souci, ça leur permet de parler anonymement, librement, et donc chacune apporte son conseil. On a une sophrologue qui intervient également sous forme d'articles et sous forme de soutien, et aussi chaque internaute apporte sa propre expérience. Et très souvent au final, les femmes nous disent « je pensais que j'étais seule dans ce cas-là », et en fait on partage toutes la même chose. On a toutes nos baisses, ça va bien, ça va pas bien, on est toutes... Et ces inquiétudes tournent autour de sujets souvent récurrents, ce sont un peu les mêmes qui reviennent. La solitude, la grossesse à l'étranger, le premier enfant, vous n'avez pas les conseils de votre mère, de votre sœur qui a déjà eu un enfant, ou en tout cas vous les avez pas de façon aussi facile. Le mari souvent absent, donc il faut pallier à l'éducation des enfants. Mon mari n'est pas là, les enfants manquent, et puis en fait vous vous rendez compte qu'il y en a plein qui sont dans la même situation, donc on apporte nos petites astuces.
Et puis le fait d'être incompris dans la société dans laquelle on vit, parce qu'on parle pas la même langue et que souvent on a l'impression on a beaucoup de mal à s'exprimer. Et puis chacune apporte en disant oui mais ton voisin peut-être que si tu lui apportes un gâteau il va plus te sourire et puis vous arriverez peut-être à autre chose et enfin, des petits trucs. Les Français dans le monde. Marie-France Châtelain-Roche. Bonjour à tous. Marie Lebègue a 35 ans, mère de 3 enfants. Elle est expatriée depuis 1996. Elle a vécu avec sa famille de nombreux déménagements à travers le monde, dû aux différents chantiers de son mari ingénieur. Une vie passionnante, faite de découvertes sur fond de grandes capacités aux adaptations. Il y a quelques années, grâce à Internet, Marie, qui était alors aux Émirats Arabes Unis, rencontre Claudia, italienne au Pérou. Ensemble, elles décident d'offrir à toutes les femmes expatriées dans le monde, quelle que soit leur langue, de participer à un véritable échange multiculturel, projet qui donne naissance à Expat. Et donc j'ai dû repartir en Angleterre pour 11 mois, où j'ai donné naissance à ma première petite fille. Ensuite, je suis arrivée en Grèce, où là, pour une fois, nous sommes restés 2 ans et demi, donc là, c'était pour nous toute une vie. Et où j'ai eu mon 2e enfant, puis les Émirats, 3 ans. Alors là, c'était vraiment la période idéale, 3 ans, c'est vraiment très bien. J'étais repassée en Angleterre avant, et ensuite, après les Émirats, la Turquie, avec ma dernière petite fille, là, qui a 11 mois. Donc Izmir n'est pas ni Istanbul ni Ankara, c'est la palissade, pardonnez-moi, mais je veux dire par là, c'est des difficultés pour les enfants qui sont à scolariser. Le problème de l'école française s'est réellement posé pour vous. Et encore, on a la chance d'être français, donc en étant français, quand même, les établissements français sont très représentés à l'étranger, mais Izmir n'a pas d'école française. Il y a une école française qui est pour les élèves turcs avec un certain quota d'heures françaises, mais qui n'est pas du tout calqué sur le système d'éducation nationale française. On avait fait le choix au préalable de toute façon de les scolariser en école anglophone, et on a eu cette chance puisque quand on est arrivé à Izmir, mes enfants ont commencé leur scolarité en école turque avec 12 heures d'anglais, mais ensuite l'OTAN a installé son quartier général à Izmir, et donc ils ont ouvert en 2 mois de temps une école internationale. Donc mes enfants ont eu la chance, vraiment une véritable chance, de pouvoir continuer leur scolarité en école internationale. Et l'école est effectivement un vrai problème. Il faut trouver à chaque fois le pays avec l'école, avec... C'est pas toujours facile, effectivement, à concilier avec les contrats de votre mari. Marie Lebègue, comment se vit, avec la succession d'expatriations différentes que vous avez vécues, l'annonce d'un nouveau départ? L'excitation. Faut quand même avouer que ce genre de vie nous plaît. Maintenant, c'est devenu un vrai mode de vie. C'est plus, on est, contrairement à la toute première expatriation où j'étais tout de même contente de partir, on n'est plus du tout dans un état de souffrance maintenant. On est content de partir, il y a une excitation, et puis après il y a l'angoisse de la durée, puisqu'on est toujours sur des périodes assez courtes. Donc, est-ce qu'on va rester une année scolaire? Est-ce qu'on va rester de septembre à juin? Est-ce qu'on va trouver une école? Et puis sinon, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde en 5 minutes tous les soirs. Mon mari a reçu une proposition il y a 2 semaines pour le Vietnam. On s'imagine partir en Asie, et puis après on revient en Europe, et puis on repart ailleurs. Enfin. Et puis après, il faut préparer. On déménage. On appelle le déménageur, on fait les cartons, puis on part. Il n'y a plus de stress, plus de panique, comme ce que vous avez pu vivre au départ? Vous parliez de souffrance. Voilà. L'expérience aide beaucoup. Et c'est là où l'intérêt d'apporter son expérience à d'autres femmes expatriées est important via le site internet expatclick.com. Que vous avez créé il y a combien de temps maintenant? 4 ans. Qui était l'idée de base était de trouver des informations pour mon mari qui partait en contrat local, donc il fallait trouver des informations pratiques sur les Émirats Arabes Unis pour du genre. Le prix des logements, le prix de l'essence pour avoir une idée du coût de la vie, des aliments, de l'école, savoir combien mon mari devait négocier pour arriver à vivre confortablement arriver à vivre normalement aux Émirats et que ça vaille le coup de partir. Étant entendu, on peut le rappeler qu'il n'avait pas de département de ressources humaines pour s'occuper de ce genre de choses pour lui, donc il fallait que vous rassembliez ces informations pour lui. Il a la chance d'avoir une femme.
Donc ce site expatclick.com, Marie Lebègue, en quoi se différencie-t-il des autres? Il y a des sites d'expatriation féminin qui se sont créés. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Comment avez-vous réussi à trouver un peu votre spécificité? L'idée majeure, en fait, est que c'est un site fait par des expatriés pour les expatriés. C'est-à-dire que nous sommes vraiment toutes expatriées ou avons été expatriées, et certaines d'entre nous sont en France, mais vont être en partance pour d'autres pays, donc on fait un passage court en France. Et donc, c'est vraiment un échange d'expériences. Donc, que ce soit, nous sommes une base de rédactrices, de 18 rédactrices françaises, italiennes et anglaises, puisqu'en plus le site existe en plusieurs versions. Et tous les mois, nous apportons au travers d'articles nos expériences sur un côté pratique et un quotidien de la vie à l'étranger. Et les internautes apportent leurs expériences également. Et la grande différence, c'est que nous sommes toutes bénévoles. C'est une association française de Web 1901. Nous travaillons toutes bénévolement tous les mois pour faire tourner le site. Et nous sommes gratuits. Ce qui est de plus en plus de sites sont payants. Et vous allez pouvoir le rester longtemps, vous pensez? Gratuit, oui. Le tout maintenant est de trouver des sponsors pour arriver à... Parce qu'en fait, les besoins sont pas énormes. À partir du moment où nous sommes une équipe bénévole, il faut arriver à... On a développé le site avec un webmaster au Maroc. Donc, il faut rentrer dans nos frais et payer après tout ce qui est frais techniques et communication pour arriver à faire connaître, à échanger plus avec d'autres familles expatriées. Lauréate du prix Trophée Femmes 3000. Qu'est-ce que cet honneur vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis de passer à une vitesse supérieure ou c'était vraiment une reconnaissance, comme les femmes qui vivent à l'étranger ont besoin de ce genre de choses? Il y en a beaucoup et qui font des choses magnifiques et dont on n'entend pas parler, et vous en faites partie. Déjà, l'intérêt était, pour une fois, qu'on parle des femmes à l'étranger, puisque souvent on a le portrait de la femme expatriée qui est avec une tasse de café sur le bord de la piscine. Donc là, grâce à Femmes 3000 et à leur projet d'initiative à l'étranger, ça a permis de faire ressortir des femmes qui sont à l'étranger et qui font des choses vraiment très intéressantes, que ce soit dans l'humanitaire, dans le culturel ou dans l'économique. Donc c'était une vraie reconnaissance pour les femmes à l'étranger, et ça nous concernait, puisqu'on traite justement toutes les femmes à l'étranger. Et oui, c'était très agréable en fait d'avoir cette reconnaissance au niveau du Sénat, au niveau des sénatrices aussi des Français à l'étranger, parce qu'on a pu rencontrer des sénatrices des Français à l'étranger. Marie Lebègue, quel conseil donneriez-vous à des femmes qui vivent le même type d'expérience que vous, des expatriations très courtes, multiples et de manière plutôt indépendante? De ne pas angoisser, même si c'est forcément inévitable, et de positiver. Il y a une phase d'adaptation, on arrive dans le pays, on est souvent très content, très excité, et puis on a tendance à s'enfermer, parce que le mari part le matin, et on se retrouve chez soi, on n'a pas d'emploi du temps, il faut se recréer un emploi du temps. Donc il faut absolument oser sortir. Il faut, comme je dis toujours à mon mari, il faut défoncer les portes, il faut y aller. Et oser sortir, mais pour aller où? Alors, déjà rencontrer, essayer un petit peu de voir comment sont les... Vous êtes étranger, vous êtes immigré, donc voir la culture dans laquelle vous vivez. Donc, essayez déjà de découvrir les magasins. Déjà, il faut aller faire vos courses, vous rencontrer vos voisins. Alors, vous commencez par dire bonjour, vous apprenez quelques mots. Et puis, ensuite, bon, c'est difficile, parce qu'il y a le problème de la langue. Et puis, après, il faut se rapprocher donc des alliances françaises, des associations francophones sur place, il en existe, telles que la FIAF, qui est assez représentée, et puis les accueils français à l'étranger, voilà, et qui sont un vrai support. Alors c'est très difficile, on a fait un édito là-dessus parce que bon, on se retrouve au milieu de femmes qu'on ne connaît pas et on a l'impression il y a des décalages d'âge, etc. Et on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là? Je suis jeune, je suis diplômée, j'ai pas envie de passer mon temps à boire le café et à tricoter. Il y a d'autres choses à faire et ça va vous permettre de rencontrer des gens. Vous allez rencontrer un Français qui en fait va peut-être vous permettre de rencontrer un autre Français, et puis il faut aussi aller voir aussi les Anglais parce qu'il y a aussi des associations internationales, donc il faut aussi aller voir un petit peu ailleurs et se créer un réseau comme ça. Donc passer par l'Alliance française, les FIAF, les consulats,
Et puis en amont, passer aussi sur expatclick.com, puisqu'en fait on donne beaucoup d'informations, de liens, et c'est même très amusant parce que maintenant on a des femmes qui préparent leur expatriation et qui rencontrent, qui sont accueillies par des internautes sur place, et elles se retrouvent et elles s'échangent des informations. Donc il y a un travail en amont, il y a un travail sur place, et puis après c'est à entretenir tout au long de l'expatriation. Mais surtout ne pas rester seul, sortir. Les Français dans le monde, Marie-France Chatin-Laroche. Est-ce qu'il y a, vous l'évoquiez indirectement, de grandes différences selon le type d'expatriation entre les épouses, les femmes On a tendance à les classer par groupe, la grosse entreprise française avec tous ses avantages, et puis le service d'IRH qui est là pour vous aider et qui offre même parfois une journée sur place d'informations sur la culture ou de visite de la ville. Et puis vous avez les femmes de militaires, et puis vous avez l'immigré aussi, vous avez quand même le français qui parle et qui s'installe dans le pays, et vous avez la femme mariée à la personne du pays, donc qui est encore un autre portrait. Donc il y a beaucoup de facettes. Et les liens s'établissent de façon assez inégale, peut-être, selon les pays, selon... Il ne faut pas classer les gens dans des groupes. Il faut vraiment rencontrer tout le monde, s'efforcer, apprendre à connaître, et il y aura toujours quelque chose de bon à ressortir de chacun. Chacun a son expérience, et toutes les expériences sont intéressantes. Et ce n'est pas parce que vous êtes cerné par une grosse entreprise que l'expatriation va forcément être la plus simple. Chacune a ses difficultés à affronter. La solitude, je crois que toutes les femmes expatriées l'ont connue. Ça, c'est inévitable. Et que vous soyez dans une grande maison avec piscine et employés, ou que vous soyez marié sur place dans un appartement plus petit et avec des conditions plus difficiles, chacune a ses difficultés et chacune a son apport, ses qualités à apporter et à partager. Et alors, vous-même, donc, qui vivez des expatriations assez courtes, c'est un facteur important, je crois, le temps en expatriation. On investit plus ou moins facilement sur des gens quand on sait qu'ils restent plus ou moins longtemps. Vous partagez? Oui. Vous avez par exemple le cas où vous arrivez et puis vous dites oui, bon bah je reste pour un an. Bon, les gens vont pas avoir l'énergie de s'investir de la même façon. Et puis vous-même, là par exemple, je suis en partance pour un nouveau pays. C'est vrai que j'ai moins envie j'ai quelques relations et j'ai pas envie d'en créer de nouvelles puisque je sais que de toute façon dans 3 mois je ne serai plus là. Donc le temps. Pour avoir fait des expatriations de 10 mois et de 3 ans, la bonne durée c'est 3-4 ans pour commencer vraiment à... Je dirais pas se sentir chez soi parce que on peut arriver à se sentir chez soi relativement rapidement, et puis Internet et le satellite aident beaucoup aussi. Vous recréez un environnement qui vous est familier plus facilement. Le site vous donne cette permanence que vous n'avez pas dans la vie. C'est évident. Bon, ça m'a apporté aussi une grande culture, une culture des différents pays. En fait, je voyage physiquement, mais je voyage aussi virtuellement. Donc, je suis toujours à la découverte de nouvelles choses, et toutes mes équipières, en fait, on ne rédige pas sur notre pays d'accueil, on rédige sur tous les pays et sur plusieurs thèmes, sur l'accouchement dans plusieurs pays. Vous accouchez au Japon, vous accouchez, on a eu l'expérience d'une femme qui a eu une fécondation in vitro en Indonésie. Donc vraiment, il y a plein d'expériences à partager. Donc vous apprenez un petit peu partout, vous faites aussi des discussions pas comparatives, mais un petit peu, tiens, il y a ça et si, et ça se passe comme ça. Donc chacune partage. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une stabilité. C'était aussi une façon, qui dit expatriation courte, dit aussi pour moi l'impossibilité de travailler de façon normale dans une entreprise, en étant salarié avec une certaine durée. Donc il fallait trouver le problème à l'inverse, trouver une activité qui déménage avec moi. Magida, magire,
Marie Lebègue, ce genre de site permet, je le suppose, à des personnes, des femmes en l'occurrence, puisque vous vous adressez essentiellement aux femmes, de s'exprimer sur des expériences personnelles. C'est vraiment un lieu d'échange. Voilà, en fait, le site a été créé pour s'entraider, pas pour aider, mais pour s'entraider. Et donc, on a souhaité le laisser libre d'accès, parce que c'est une grande discussion au sein de notre équipe, afin de permettre à des femmes qui subissent des phases de baisse de morale, on en a toutes, bon, de toute façon on en a toutes en France et ailleurs, mais à l'étranger c'est difficile parce que vous n'avez ni amis ni famille de longue durée avec vous. Donc on a souhaité, et parfois vous n'êtes pas compris non plus de la même façon par les personnes restées en France, parce que vous vivez d'autres choses. Donc on a laissé le libre accès pour permettre aux personnes de s'exprimer anonymement sur notre rubrique Psy d'Expat. Et donc certaines trouvent un réconfort dès qu'elles ont un souci, ça leur permet de parler anonymement, librement, et donc chacune apporte son conseil. On a une sophrologue qui intervient également sous forme d'articles et sous forme de soutien, et aussi chaque internaute apporte sa propre expérience. Et très souvent au final, les femmes nous disent « je pensais que j'étais seule dans ce cas-là », et en fait on partage toutes la même chose. On a toutes nos baisses, ça va bien, ça va pas bien, on est toutes... Et ces inquiétudes tournent autour de sujets souvent récurrents, ce sont un peu les mêmes qui reviennent. La solitude, la grossesse à l'étranger, le premier enfant, vous n'avez pas les conseils de votre mère, de votre sœur qui a déjà eu un enfant, ou en tout cas vous les avez pas de façon aussi facile. Le mari souvent absent, donc il faut pallier à l'éducation des enfants. Mon mari n'est pas là, les enfants manquent, et puis bon, en fait vous vous rendez compte qu'il y en a plein qui sont dans la même situation, donc on apporte nos petites astuces. Et puis le fait d'être incompris dans la société dans laquelle on vit, parce qu'on parle pas la même langue et que souvent on a l'impression on a beaucoup de mal à s'exprimer. Et puis chacune apporte en disant oui, mais ton voisin, peut-être que si tu lui apportes un gâteau, il va plus te sourire, et puis vous arriverez peut-être à autre chose. Et enfin,